Quelle agilité mon équipe doit-elle choisir pour démarrer? Donc c'est un démarrage complètement chaotique, hein, parce que c'était pas du tout comme ça que ça devait se passer, évidemment. Donc je vous remercie pour votre patience et votre bienveillance. J'ai donc un quart d'heure de moins. Je vais essayer d'adapter ça, mais je vais pas tout adapter. Je vais pas tout enlever. Il y a quand même des choses essentielles. Et il y a quelque chose que je voulais pas enlever. C'était faire connaissance avec vous, parce que s'il y a bien quelque chose moi que j'adore dans le distanciel, c'est de pouvoir avoir des gens qui viennent de plein d'endroits différents. Et à défaut de voir vos têtes, parce que toutes les caméras ne sont pas allumées, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu d'où vous venez. Alors vous avez un petit onglet qui s'appelle Discussion. Si vous n'êtes pas familier de Zoom, vous avez juste à cliquer dessus et juste à écrire où vous êtes en ce moment, dans quelle ville vous êtes. Voilà, salut Bayonne, Madagascar, salut Madagascar. Voilà. Et c'est bien de voir que Agile Lille, ce n'est pas que des Lillois. Voilà. Et je salue évidemment, il y a beaucoup de Lillois, il y a beaucoup de Malgaches, c'est incroyable. Il y en a au moins 2. J'ai jamais vu autant de Malgaches sur une conférence. Bienvenue à vous. Et bienvenue à tous les autres. Super, il y a des gens de partout en France. C'est ça, moi, qui va me manquer quand on aura perdu voilà, quand tout le monde va repartir en présentiel. Je trouve que ça va être terrible. Très bien, maintenant vous savez vous servir de ce chat. Question oui ou non, hein. C'est pas ou peut-être, si vous voulez. Allez, oui, non, peut-être. Voilà, êtes-vous agile? Parce que c'est un peu la question. Je sais, on peut débattre, on n'est pas agile, est-ce qu'on fait de l'agile, et peut-être, ça dépend. Mais vous voyez que même quand on donne une consigne, il y en a plein qui répondent pas, qui suivent pas les consignes. Vous voyez, c'est ça les agilistes. C'est terrible, c'est terrible. Il y a un peu de tout, C'est bien, il y a quand même beaucoup de positifs, il y a de l'à peu près, il y a plein de choses, peut-être, on sait pas, on se pose des questions. C'est être agile, pas faire de l'agile. On va essayer on pourrait débattre là-dessus, mais on va pas l'ouvrir. Et surtout, déjà, je vous remercie d'être présent. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes connectées pour cette question-là en 2021. Pour moi, c'était une question très, 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 très basique et je m'aperçois qu'elle intéresse beaucoup de monde. Mais du coup, pourquoi cette question vous intéresse-t-elle? C'est ça, moi, qui m'intéresse. Pourquoi vous êtes là, en fait? Pourquoi vous vous intéressez à cette question? On est en 2021, reposons un petit peu le contexte. En France, on est à peu près à 15 bonnes années de... parce que c'est toi qui la poses. On est quand même à une quinzaine d'années de massification d'agilité. Oh, c'est gentil les messages, arrêtez, vous allez me faire rougir et vous allez me déconcentrer pour ma conférence. On peut quand même se poser la question de savoir pourquoi vous êtes venu chercher... j'étais déjà... Oui, pourtant j'ai mis l'effet maquillage sur le zoom, normalement si tout va bien. Parce que c'est bien de se remettre en question et de vérifier les bases. Ah, voilà. Parce que je suis junior dans le domaine, très bien. Donc il y a je conclus qu'il y a de l'expert, il y a du débutant, il y a des Scrum Masters qui se posent la question chaque fois qu'on commence une aventure ou qu'on y arrive, voilà, parce qu'il y a une ouverture d'esprit. Parce qu'on oublie tout, effectivement, pour convaincre les non convaincus. Oula, eh ben, je te souhaite bien du courage, et parce qu'on voit des fois des limites de l'agilité. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que on a pu démontrer que juste en quelques questions, vous savez vous servir du chat, dont je ne peux que vous inviter à l'utiliser pendant l'intégralité de la conférence, qui nous amènera jusqu'à 15h35. Donc je vais essayer de réserver un petit peu de temps pour les questions-réponses. Donc n'hésitez pas à contribuer dans le chat lorsque vous avez des points. Et si vous avez des questions, essayez de les formuler sous forme d'une question avec un point d'interrogation. Je sais pas si vous avez vu il y avait une vidéo virale qui a tourné il y a pas très longtemps, enfin il y a quelques temps. On avait un jeune homme autour d'une voiture qui lançait une coupe de champagne là, en disant voilà, moi je veux être riche, machin, avec une super voiture, une espèce de... et qui disait à la fin bah, la question elle est vite répondue. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Moi, je trouve ça bien, en fait, parce que j'ai envie d'ouvrir cette conférence avec une phrase qui n'est pas française. Et quelle agilité pour mon équipe, pour bien démarrer? Bah, c'est assez simple, en fait, hein, si on veut répondre à cette question de manière toute basique. Voilà, parce que si on regarde bien, l'agilité, c'est quand même un truc d'informaticien. Alors oui, je sais... Il y a effectivement des implémentations en dehors de l'IT, mais enfin, on va pas se mentir, ça fait 15 ans qu'on est quand même tous
de près ou de loin dans l'IT. Voilà. Si vous n'êtes pas dans l'IT, dites-le hein, d'ailleurs, ça serait pas mal, ça m'intéresserait. Et donc, lorsque vous êtes dans l'IT, quelle agilité vous allez retenir? Quel est son nom, d'après vous? Voilà, si on fait un quiz assez simple, si vous écrivez les réponses dans le chat, sur quelle méthode allez-vous partir? De manière quasiment instantanée, quasiment sûre. Ah, je sais pas, non, il y a personne qui veut... Le manifeste. Non, sérieux, sérieux. Vous avez déjà vu des équipes qui démarrent leur agilité par le manifeste agile? Moi, j'en vois pas. Voilà, mais oui, évidemment, t'es dans l'IT, tu fais du Scrum. C'est assez simple. C'est facile. Voilà. Donc, si t'es dans l'IT, tu fais du Scrum. Et si t'es pas dans l'IT, eh ben, t'as pas de bol. Voilà. T'es un peu... c'est un peu comme ça. Alors, c'est pas tout à fait exact. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même si t'es dans l'IT, tu fais pas que du Scrum, tu fais aussi du Safe. Je crois que ça s'écrit comme ça. Je suis ni un pro ni un anti-safe, je suis un rien safe. Et c'est vrai que la plupart des équipes, que lorsqu'elles démarrent, aujourd'hui, c'est à peu près... si vous faites vos recherches, vous allez tomber à peu près là-dessus. Ça, c'est l'effet un peu de la massification. Et si vous avez répondu autre chose que ça, c'est que vous êtes déjà sacrément informé et sacrément éduqué par rapport à plein de gens qui vont démarrer. Et c'est tant mieux pour vous, et c'est très bien. Et moi, j'aimerais commencer par parler, non pas à vous qui connaissez Scrum, qui connaissez Safe, mais à cette directrice d'une ONG que j'ai rencontrée lors d'une... Enfin, peu importe, à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un et qui me disait, voilà, on a commencé à se renseigner sur l'agilité, et par contre, j'aimerais savoir un petit peu comment on le met en œuvre, parce que j'ai bien compris le manifeste, elle avait fait ses recherches, elle aussi. Et je trouve que c'est intéressant de se poser la question de comment on va expliquer l'agilité à des gens qui ne sont pas dans l'IT, parce que ça oblige à se décorréler de cet aspect technique. Alors, moi, la réponse que je donne maintenant, parce que ça m'a obligé à une réflexion, j'avais pas forcément faite. Et on va pas se mentir, hein, la question qui a été posée, c'est comment on fait de l'agile. C'est pas la question d'être agile, c'est comment on fait. Question que plein de gens se posent au démarrage. Comment je fais? J'ai bien compris la théorie. Alors on va collaborer, tout ça, mais comment on fait? Comment on fait? Moi j'utilise ce que j'appelle mon FAM, c'est mon framework agile minimum. Voilà, que je donne à peu près à tout le monde. J'explique la première chose. En fait, non, la toute première étape, c'est tu mets les gens ensemble. Mais on y reviendra tout à l'heure sur cette notion. Et cette équipe-là, elle va lister le travail à faire. Une fois que tu as listé le travail à faire, tu te poses la question de comment tu vas prioriser. Et pour les aider, ces gens-là, parce qu'encore une fois, quand je m'adresse à des gens qui ne connaissent absolument rien, je ne vais pas leur donner des techniques de priorisation. Je leur dis, tu désignes le 1 et tu désignes le 2. Et tu t'arrêtes au 2. C'est pas la peine d'aller au 3, au 4, au 5. Parce que déjà, mettre 2 priorités, c'est déjà énorme. Éventuellement, si c'est un petit peu trop gros, tu découpes. Mais là, je sais même pas si on est encore dans le minimum. Mais surtout, une fois que tu as fait ça, donc que tu as plein de petits bouts de papier, ou que maintenant tu as plein de petits tickets Jira, des tickets Trello, parce que les gens qui sont pas dans l'agilité ne sont pas sur Jira, ils sont sur autre chose. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas les visualiser. Alors comment tu vas les visualiser? Tu vas te faire ce fameux tableau à 3 colonnes, ce fameux radiateur d'informations qu'on connaît tous par cœur. Tu mets 3 colonnes, tout doux, en cours, et terminé. Alors là, j'écris DOD parce qu'évidemment, je suis en train de dessiner en direct, donc c'est beaucoup plus rapide, mais voilà, on fait ça. Ok, donc j'ai listé, donc ça je le fais déjà, prioriser, ça je le fais peut-être, découper, ok, visualiser, ok, et après, après tu définis une cadence. Tu définis une cadence comme tu veux, on va dire tous les jours. Et tous les jours, tu vas faire un truc qui s'appelle une synchronisation. Je parle même pas de daily meeting. C'est une synchronisation, voilà, pour savoir ce que tout le monde a fait. Alors ceux qui connaissent le daily meeting diront c'est un daily meeting, oui, mais quand on connaît pas, on n'introduit pas de terminologie, on dit juste qu'on fait une synchronisation quotidienne. Et tu vas te définir une cadence. Cette cadence va être une invitation à livrer. À livrer quoi? À livrer quelque chose aux personnes pour qui tu as défini ton projet, ton service, ton produit.
Parce qu'encore une fois, cette personne qui est dans une ONG, elle fait pas du logiciel, elle fait autre chose. Elle travaille sur un projet, mais... Donc là, on livre pas une doc, on livre vraiment le projet final. Et puis, comme ça se passera pas comme tu as prévu, tu vas définir aussi une cadence d'amélioration. Voilà. Alors oui, vous aurez reconnu la partie rétrospective, mais pareil, ça s'appelle pas une rétrospective. Et rien qu'en faisant ça, déjà, on a quelque chose pour actionner les gens. J'ai donné cette conférence il y a très peu de jours, et j'avais un chef de projet qui me dit, mais alors c'est quoi la différence avec le mode de projet classique? Bah, à peu près tout, en fait. À peu près tout, parce que dans un mode de projet classique, on fait pas nécessairement toutes ces étapes-là. On fait pas nécessairement tout... on se pose pas nécessairement la question de la priorisation au sens de la valeur. On se pose pas nécessairement la question de partager et de visualiser tous la même information. On se pose pas nécessairement la question de la synchronisation. On se pose pas nécessairement la question de livrer à ses utilisateurs. Et on se pose pas nécessairement la question d'amélioration continue, d'améliorer le cadre de travail. Et donc c'est ça l'invitation qui est faite. Mais bon, vous, je vois bien, hein, je vois bien par vos réponses, voilà, on n'en est pas là. Comment tu expliques l'estimation et la planification facilement? Ah, je l'explique absolument pas, il n'y a pas besoin en fait, on s'en fiche. Il n'y a pas besoin, ça c'est déjà beaucoup trop avancé, c'est déjà beaucoup trop technique. Je pense que le pire, ce serait d'expliquer les story points. Alors là, je pense que déjà il faudrait arrêter, mais au-delà de ça, on les laisse faire. Parce que le sujet, il n'est pas là, en fait. Ça, c'est que de la technique. L'idée, c'est est-ce qu'on arrive à mettre une mécanique. Voilà. Alors, pour ceux qui sont plus proches de nos milieux, voilà, donc ça part de la question de est-ce qu'on a un projet, hein, donc ces gens-là, ils sont pas encore en mode projet. Il n'y a pas de culture projet. Voilà. Vous allez dans le public, il y a plein de gens qui n'ont pas de culture projet. C'est-à-dire le fait de fonctionner en projet, ça n'existe pas. Donc on va même pas encore leur parler d'agilité. Moi, je vais leur parler de mon framework Agile Minimum. Voilà. Et c'est déjà énorme comme transformation, parce que ça amène plein de choses. Bon, après, pour les équipes qui sont déjà en mode projet, on pourrait quand même se poser la question de... est-ce qu'on a une équipe? Est-ce qu'on a une volonté de fonctionner en équipe? Par équipe, j'interroge la notion, les organisations telles qu'elles sont faites aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce qu'on met ensemble les personnes qui sont dédiées au projet, c'est-à-dire qui ont les qualités et les compétences. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a énormément d'organisations qui attrapent l'agilité par le prisme de l'IT, donc par la tech, par le dev. Or, ça questionne ce qu'est une équipe. Et là, on va jouer un petit peu à qui est-ce, en fait. C'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident, et parfois, bah non, on n'a pas nécessairement une équipe. D'ailleurs, on n'a pas nécessairement des gens qui ont envie de fonctionner en équipe. C'est des choses qui arrivent aussi. Il m'est arrivé une fois. Alors une fois en 10 ans, c'est peu, mais c'est une question. Je pense que c'est la question qui m'a énormément perturbé. Il m'a dit l'agilité présuppose le mode de fonctionnement en équipe comme étant un mode de fonctionnement optimal. Pourquoi? C'est difficile de répondre à cette question parce qu'effectivement, c'est limite un prérequis. Mais d'où ça vient, cette chose-là? J'ai été incapable de lui répondre. Alors évidemment, il y a plein de gens qui ne se posent pas ces questions-là. Mais imaginons qu'on a effectivement une équipe, c'est souvent le cas. Voilà. Quand on va construire le projet de changement, est-ce qu'on va fonctionner en équipe? On va dire plutôt oui. Après, on va se poser la question de... est-ce que mon équipe, elle va être focus? Alors là, c'est aussi intéressant. Intéressant en fonction des organisations dans lesquelles on se trouve. Il y a plein d'organisations aujourd'hui, vous avez des équipiers, peut-être vous d'ailleurs, qui ont un historique, qui sont là depuis plusieurs années, et donc qui ont l'héritage de plein de responsabilités. Est-ce que nous sommes déchargés de nos anciennes responsabilités? Est-ce que nous ne sommes pas happés par tout un tas d'autres responsabilités? Combien de personnes sont multi-projets, multitâches, multi-sujets, c'est-à-dire qu'elles ont des choses à faire qui vont en dehors du cadre de leur propre équipe? Voilà, si ça vous arrive, n'hésitez pas à mettre un petit oui de soutien, ça permettra de comprendre un petit peu que voilà, merci. Trop. Donc, vous voyez que cette question-là, c'est... Du coup, je vais choisir quoi? Bon, admettons qu'on soit focus. Je reviendrai à la fin sur là où j'ai mis non partout. Bon, imaginons qu'on soit focus. Donc, on a éliminé donc de fait Morgane, Benjamin, Chapeau et tous les autres, hein, puisqu'ils ne jouent plus à ce stade-là. Est-ce que notre équipe, elle est ensemble?
ensemble physiquement? Est-ce qu'elle a vocation? Est-ce qu'on est ensemble motivé par le changement? Est-ce qu'on a décidé ensemble du mode de fonctionnement qu'on veut avoir? Parfois oui. Heureusement d'ailleurs. Mais parfois non. Est-ce que mon équipe, elle est dédiée? Est-ce que mon équipe, est-ce qu'on est rentré dans une logique? Là, je me tourne directement vers les sociétés de services, mais pas que, hein, il y a aussi plein de prestataires. Est-ce qu'on est en plein temps? Alors, je dis pas que c'est mal, hein. Voilà. Quand dit Marion, je dis pas que c'est mal, je dis juste... Mon propos n'est certainement pas de dire si c'est bien ou c'est mal, je suis pas compétent en la matière. Par contre, c'est de questionner les choix qu'on fait. Et si on a une équipe dédiée, alors on va peut-être pouvoir se poser la question de savoir si notre équipe a envie d'agilité. Je pense que la conférence précédente, c'est aussi un appel du pied pour ça. De se dire, est-ce qu'on a une équipe qui a choisi l'agilité? Faut pas être surpris de voir si certaines équipes vont mal aujourd'hui. Faut pas être surpris de voir si certaines implémentations d'agilité à l'échelle... Alors moi, je travaille jamais à l'échelle, mais bon, apparemment, de ce que le peu de fois où j'ai croisé des gens à l'échelle, ils n'avaient pas forcément décidé, ils n'avaient pas nécessairement envie. Mais bon, imaginons que vous ayez envie de tout ça, donc vous êtes uniqué, vous êtes focus, vous allez travailler ensemble, vous allez être dédié, vous avez envie. Alors là, peut-être que là, ce serait une bonne idée de passer en Scrum. Je dis bien peut-être, parce que rien ne dit que ce soit la bonne solution. D'ailleurs, c'est très étonnant qu'on ait tous répondu Scrum dans le domaine de l'IT. Si on était véritablement dans l'IT, on aurait peut-être dû répondre Extreme Programming. C'est étonnant qu'Extreme Programming ne trouve plus sa place aujourd'hui, alors que c'est quand même, à la base, la méthode, une des méthodes agiles la plus proche de l'IT. Mais bon. Et qui est aujourd'hui inconnue, il y a plein de pratiques qu'on a complètement zappées. Donc on a aujourd'hui Scrum, c'est un petit peu les prérequis, il y en a sans doute plein d'autres, mais aujourd'hui quand on me pose la question de savoir comment est-ce que, voilà, sur quelle agilité je dois choisir, je me retrouve face à des clients qui se posent de manière intelligente la question, qui ne savent pas, qui se retrouvent comme si elles étaient devant un rayon avec plein de choix, et qui prennent le plus marketé, celui qui a eu le plus de buzz, celui sur lequel on va plus retrouver de ressources, mais qui n'est pas nécessairement adapté à la typologie véritable de l'équipe. Parce qu'il y a énormément d'équipes qui ne sont pas des équipes. Ce sont des groupes de personnes qu'on a mis ensemble sur un même sujet. C'est pas du tout la même chose. Il y a plein de gens qui sont pas focus. Parce qu'ils sont interrompus à longueur de temps. Parce qu'ils ont de la prod à gérer. Parce qu'ils ont du run. Parce qu'ils ont plein de choses. On a plein de gens qui sont pas ensemble. Parce qu'ils sont pas physiquement ensemble. Ou parce qu'ils sont pas intellectuellement ensemble. Parce qu'ils appartiennent à d'autres strates de l'organisation. Et donc, ils ont le poids de l'historique. Les grands groupes sont les témoins de ça. Est-ce qu'on a des gens dédiés? Il y a plein de gens qui sont sur des projets à 1, 2, 3, 5e. Et ça, voilà, ça fonctionne mal. Voilà, Scrum aime pas tout ça. Mais vraiment pas. Et donc, plus vous essayez de mettre du Scrum dans ces équipes-là, moins ça fonctionne. Je pense que j'aurais peut-être même dû commencer par la première question, c'est est-ce qu'on a envie d'agilité, tout court? Ce qui présuppose de savoir que les gens connaissent ce qu'est l'agilité. Et donc, si les gens n'ont pas envie, peut-être faut pas mettre d'agilité. Alors, je suis pas là pour défendre mon métier, je suis pas là pour défendre mon business, je suis juste là pour aider les gens à ce qu'ils choisissent les bonnes choses. Et donc, qu'est-ce qu'on a à proposer à ces gens qui ne respectent pas ces conditions-là? Sans doute pas ces approches dites itératives et incrémentales, qui sont très bien, qui sont très puissantes, qui sont très intéressantes, qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser, mais qui sont pas adaptées à la réalité des équipes. D'ailleurs, il y a plein d'équipes, et combien, on pourrait poser la question à ceux qui sont connectés, combien parmi vous s'interrogent, sont dans la situation où se disent que Scrum est en train de trouver ses limites, et qui commencent à se poser la question de savoir si ce serait pas intéressant de passer à quoi? De passer à Kanban. Non? Il y en a pas parmi vous qui font ça? Oh, statistiquement. Ah, quand même! Bien sûr! Ben oui, parce que si Scrum ça marche pas, tu passes à Kanban. Du Scrumban. Au bout de quelques sprints, ben bien sûr, évidemment. Ce qui fait qu'on fait de Scrum cette espèce d'agent
c'est vraiment la méthode du pauvre, quoi. C'est vraiment, c'est quand t'arrives pas à faire du Scrum, tu passes sur Kanban. C'est vraiment, c'est pas très glorieux en fait. Du coup, c'est plus un choix, c'est une option par défaut, de se dire bah tiens, j'ai pas réussi tout à fait. Alors que Kanban, c'est absolument remarquable et c'est absolument, c'est d'une puissance phénoménale. Et ce qu'on connaît tous, bah, j'espère. Et si vous le connaissez pas, bah, je vais vous l'expliquer. C'est le tableau Kanban. Alors ça, des tableaux Kanban, on en voit plein. Et avec le Covid, on a vu l'émergence, voilà, des solutions comme Azure Board, des Trello. Voilà. Généralement, un tableau Kanban, ça se lit de gauche à droite. C'est pas très compliqué. Et puis ça s'arrête là. Et donc, on a choisi la méthode Kanban. Mais c'est absolument pas ça, la méthode Kanban. Alors, en méthode Kanban, c'est pas un tableau de post-it. Vous trouverez jamais une méthode qui vous dit la méthode avec les tableaux de post-it. Ça, c'est le dénominateur commun entre Scrum et Kanban et éventuellement d'autres, enfin n'importe quelle bonne méthodologie mettra quelque part. Il y a une bonne visualisation de l'information. Kanban, c'est quoi? C'est la modélisation d'une chaîne de valeurs. Et donc, si tu as envie de créer une chaîne de valeurs, c'est-à-dire de visualiser comment, à partir d'un utilisateur qui émet une demande, quel est son parcours, quel est le parcours de cette demande devant, à l'intérieur de l'ensemble des fonctions de l'organisation, alors Kanban est sans doute fait pour toi. Sans doute fait pour vous. Le problème de Kanban, il y en a plein. Il y en a plein. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de persona dans la méthode Kanban. Alors, Scrum, c'est super, vous avez un Scrum Master, un Product Owner, vous avez des équipiers. Vous prenez n'importe quelle autre méthode, vous avez des personnages à l'intérieur. On peut donc s'identifier. Kanban, on s'identifie pas. D'ailleurs, on ne sait pas qui gère le Kanban. Je ne sais pas si vous savez qui gère le Kanban dans l'organisation. Ah, on ne sait pas. Alors, c'est bien, la team. Le Kanban Master, voilà une idée intéressante. Il nous manque un Kanban Master. L'équivalent du Scrum Master. Alors qu'est-ce qu'il ferait le Kanban Master? Il regarderait un système et il serait informé et il saurait qu'il y a des stratégies à appliquer dans Kanban. La première des choses, c'est que déjà dans Kanban on change rien. Et ça c'est intéressant. On change pas en Kanban. Scrum c'est radical, c'est puissant, et c'est douloureux quand on n'est pas préparé. Kanban on change rien, on change pas les rôles. On touche même pas les règles d'ailleurs. On va juste s'amuser à les visualiser, à les structurer, à les formaliser. Et ça, quand on n'est pas prêt à faire un changement radical, c'est très intéressant. De se dire que Kanban, c'est d'abord une approche de la modélisation et de la cartographie de ce qu'on a, en vue éventuellement de détecter les zones d'amélioration. Et donc là, on commence à travailler sur la responsabilisation des individus. Kanban sera donc une approche particulièrement adaptée quand on a peur de toucher à des trucs et qu'on ne sait pas ce qu'on va casser. Ça va être aussi très adapté, par exemple, aux équipes qui sont déjà performantes, qui ont déjà trouvé des zones d'amélioration. Ce qu'on va également pouvoir observer dans Kanban, c'est un truc que Scrum supporte très très mal. On parlait des interruptions tout à l'heure. La pire des interruptions qu'on puisse trouver dans un système, ce sont les urgences. Et les urgences en Kanban, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, avec Kanban, il n'y a jamais de problème. Il n'y a jamais de problème tout simplement parce que Kanban, ça se pose sur l'organisation, ça cartographie le fonctionnement réel, et donc si vous avez des urgences, on va juste les visualiser. Et donc Kanban, c'est quoi? C'est de l'apprentissage de stratégies, et là on peut même s'appuyer sur des stratégies que les gens ont, ou peut-être juste déjà réimporter les stratégies qui existent dans Kanban, et on va se les redonner avec la plus puissante, qu'on ne retrouve malheureusement pas assez, et qui pourtant a démontré toute son efficacité, quels que soient les types d'organisation, c'est de définir des limites. La recherche de l'efficacité, et si on est tourné que vers cette question-là, c'est pour ça que ça plaît, je trouve que c'est assez pratique Kanban, parce que on peut avoir une approche complètement... voilà, pour les gens qui sont pas très portés sur le social et l'humain, on peut tout à fait orienter le discours avec Kanban sur une approche pure production. Par contre, il faut accepter les règles du jeu. Et donc, si on veut une production efficace, il va falloir limiter le travail en cours. Et ces limites de travail en cours, elles sont salvatrices, parce qu'elles permettent de travailler sur le meilleur indicateur qui soit,
et ça c'est commun, que ce soit dans les approches agiles ou dans les approches en flux, c'est que le premier indicateur en Kanban qu'on va chercher à observer, c'est la sérénité des collaborateurs. Aujourd'hui, il y a énormément d'organisations qui sont sous l'eau. Mettre du Scrum dans des organisations sous l'eau, ça fonctionne assez peu, c'est pas dimensionné pour, c'est pas fait pour, les rôles sont très compliqués à gérer, et donc il convient d'apprendre à gérer d'autres stratégies, de ralentir pour aller plus vite, de piloter par les délais, et donc de revisiter nos modèles d'estimation. Ça vient percuter 60 ans d'historique et d'ère industrielle. C'est pas simple, mais en tout cas c'est une approche aujourd'hui qui existe. Donc si on essaie de résumer un petit peu les approches qu'on a aujourd'hui à notre disposition, on a des approches dites itératives et incrémentales, qui s'opposent à des approches plutôt en flux. Quand je dis qu'elles s'opposent, c'est pas qu'elles sont pas complémentaires, c'est qu'elles ne s'appuient pas, on va dire, le point de départ en termes de philosophie n'est pas tout à fait le même. Quand on aborde une approche itérative et incrémentale, on imagine que par rapport au cycle en V d'avant, soudainement, on va faire ça. C'est-à-dire qu'on va tout mettre dans le même bateau. C'est la promesse quand même. Hein. Une équipe pluridisciplinaire, c'est quand même prévu pour être ça. C'est-à-dire que à la fin d'une itération, on livre un produit, si je me tiens à Scrum, hein, on livre un produit terminé, potentiellement utilisable, et donc qui sera passé par l'ensemble des compétences. Voilà, que ce soit de l'analyse, du dev, du test, de la doc, toutes ces choses-là. C'est hyper puissant. C'est très bien. Mais en vrai, combien le font véritablement? Moi, j'ai aucun chiffre à donner, parce que j'ai pas mené d'études là-dessus. Mais comme on est en 2021, et qu'il y a énormément d'organisations aujourd'hui qui ont mis en place de l'agilité, et particulièrement du Scrum, on peut assez facilement dire que, aujourd'hui, ce modèle-là d'agilité itérative et incrémentale est quand même très peu déployé. On l'observe très peu. Ce qu'on va plutôt observer, c'est la mise en place d'une agilité sur un maillon de la chaîne, généralement le dev. On va agiliser le développement. Attention, c'est très bien. C'est très bien parce que ça permet de commencer à mettre en place une routine, ça permet de commencer à apprendre ces nouveaux rôles, ces nouveaux rituels, ça permet de commencer à passer à la pratique. C'est-à-dire de sortir de ce côté théorique, d'implémenter cette notion du manifeste agile, effectivement, qu'on répète, de donner un sens à l'histoire, mais on n'a pas travaillé sur le silo. Alors certaines équipes arriveront, je pense notamment aux devs et aux tests, qui sont sans doute les deux premières populations qui vont très vite arriver à fusionner lors d'une itération leurs travaux, mais combien arrivent à intégrer les travaux d'architecture et de conception à l'intérieur, y compris la mise en production. Voilà, vous avez des mouvements comme DevOps qui émergent, qui sont là depuis très longtemps, mais au final, on se retrouve avec quoi? On se retrouve juste avec des mouvements qui cristallisent des silos à l'intérieur des organisations. Donc on voit bien qu'on peut lutter contre, on peut essayer de pousser vers ça. Moi j'en suis un fervent partisan, j'y crois beaucoup, c'est très puissant, mais est-ce que c'est accessible? Est-ce que ça respecte l'organisation actuelle? Est-ce que les gens sont capables de mettre ça en place? Est-ce qu'on est capable de porter ce changement-là avec toutes les perturbations que ça porte? Pas sûr. Ces approches-là, très itératives, très incrémentales, je trouve qu'elles sont particulièrement efficaces aussi lorsqu'on a des équipes qui ont peu d'ego, ou plutôt des individus qui manifestent peu d'ego. Je pense notamment... alors peu d'ego, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'ego, mais c'est juste qu'on a des individus avec un état d'esprit résolument tourné vers voilà, l'envie de travailler ensemble, l'envie de faire bien. Voilà, je pense les jeunes... Je me mets pas dans la catégorie des vieux, mais les jeunes diplômés, voilà, ont beaucoup cette approche-là. Évidemment, il y a des quadras, il y a des quinquas qui ont le même état d'esprit. Je veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, mais la typologie de la structure qu'on a, prenez une start-up par exemple, c'est très facile de mettre en place du Scrum dans une start-up. C'est quasiment même logique et inné. Aujourd'hui, on se pose pas la question. Alors, est-ce que c'est bien fait? Je sais pas. Mais en tout cas, ça rentre très facilement. Lorsqu'on est dans des organisations, je vais penser à des assurances, des banques, ou même des vieux éditeurs. On va se retrouver plus avec une dimension familiale. Cette dimension familiale, voilà, c'est très difficile de déplacer des montagnes avec ces gens-là. L'approche en flux sera sans doute plus adaptée parce que
on va plus l'éduquer à ce qu'elle prenne conscience. Donc le changement, contrairement à... Voilà, souvent avec Scrum, on va avoir un changement qui va être assez... on a vraiment une grosse perte de repères. Avec Kanban, on va plutôt chercher quelque chose de très doux et de très mou. Voilà, très très doux. Et dans les organisations qui sont assez anciennes, c'est-à-dire qui ont cet héritage-là, on peut aussi se poser la question de savoir à quand remonte le dernier changement. Et donc si on n'a pas la culture du changement à l'intérieur, c'est-à-dire si on n'a pas l'habitude de gérer le changement et de bien l'appréhender, avec encore une fois des gens qui ont envie, attention à pas casser trop de choses. Donc si j'essaye de... Voilà, aujourd'hui on a vraiment ces deux modèles-là, ils ne s'opposent pas, mais quand on veut démarrer, et je reprends vraiment le titre de ma conférence, comment démarrer en agilité, c'est vraiment des approches très très différentes. Il est sans doute, vu la masse dans laquelle on est, il paraît peu probable que l'uniformisation du modèle Scrum soit adaptable à tous les environnements. Et d'ailleurs, quand on regarde les premières implémentations de Scrum, les premiers témoignages vous ramènent vers les conférences des Agile Lille des toutes premières années. C'était pas du tout les mêmes profils qui partaient sur du Scrum. Il y avait toute une réflexion, toute une démarche qu'on a beaucoup moins aujourd'hui parce qu'on a industrialisé, tout simplement l'approche méthodologique. Cette industrialisation, elle se cristallise à un endroit. Aujourd'hui, on a industrialisé la tech. J'ai vu un article formidable sur InfoQ qui était une traduction de pourquoi il fallait sortir des usines logicielles. Aujourd'hui, on se retrouve avec une agilité fortement portée par le logiciel. C'est bien, c'est pas bien. Il y a sans doute plein de choses. Il y a sans doute plein de choses à corriger. J'en suis conscient. Mais vraiment, c'est ce qu'on observe. Si vous avez un petit peu d'approche et un petit peu de... Si vous laissez le temps, ou si vous voulez tout de suite gagner un peu de temps, il y a un enjeu quand même d'intégrer les métiers assez rapidement. Et il y a des organisations où tech et métier, c'est deux mondes différents. Voilà, moi j'ai eu une mission dans une assurance. Voilà, c'est juste on n'avait pas le droit d'aller voir les métiers. Mais en fait, c'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est que culturellement, on n'a pas le droit. C'est-à-dire que c'est historiquement, ce sont des gens qui se... Il faut pas oublier que dans l'agilité, oui, on a de la compétence, mais oui, on a besoin d'avoir des gens qui pensent, et ces gens-là ne s'opposent pas, et donc on a créé des agilités qui s'opposent, alors qu'on est quand même en train de prôner des agilités, normalement, qui sont censées faire s'assembler les gens, mais c'est pas parce qu'on le dit que ça se produit. Et puis on va peut-être rappeler quelque chose dont on parle peu, parce qu'on est très auto-centré quand on parle d'agilité, c'est qu'il y a des utilisateurs finaux. Et que ces utilisateurs finaux sont malheureusement encore trop éloignés des dispositifs agiles qui sont mis en œuvre. Ils sont trop absents des revues d'itération. Ils sont... combien de devs n'ont pas vu un utilisateur de leur vie? Non pas parce qu'ils veulent pas, mais parce qu'on leur propose pas de le faire, parce qu'on réserve ces compétences-là à d'autres. Donc ce qu'il faut pas oublier, c'est que l'agilité, ça sera toujours la recherche d'un équilibre difficile à atteindre entre de la valeur, du bien-être pour les utilisateurs et pour les équipiers, et de la performance. J'espère qu'avec cette conférence, vous en savez un petit peu plus sur quelle approche vous devez retenir. Et comme il est 15h30 et que je vous avais dit qu'on se laisserait un petit peu de temps pour prendre des questions, eh bien je vous propose de les poser dans le chat. En tout cas, merci Romain. Tu as réussi à faire une conférence en présentiel mais en distanciel. C'était hyper interactif. En tout cas, moi, j'ai adoré. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais malgré les problèmes techniques, on n'a pas perdu en qualité. Et tu as donc une première question. Pour débuter, tu conseillerais d'utiliser les termes Scrum et Kanban? Aujourd'hui, non. Non, aujourd'hui, non. Et on le voit, de toute façon, ça n'a même quasiment plus trop d'intérêt parce que on voit que maintenant le langage a évolué. Aujourd'hui, on parle de product owner, alors qu'en fait, on a des product owners qui ne le sont pas au sens de la définition du guide Scrum ou même d'Extreme Programming. Donc ça veut dire que voilà, il y a une mutation, il y a une appropriation des messages. C'est comme ça, voilà. Daily meeting, par exemple. Bah, avant, on disait non, le daily meeting c'est 15 minutes. Aujourd'hui, combien d'équipes font des daily meetings de 30 minutes? Ben, c'est bien grave finalement.
Bah, moi, j'ai des équipes qui me disent non, ça va très bien, elles en sont très contentes. Donc, tout ça évolue, et l'agilité telle qu'elle est aujourd'hui, elle est polymorphe. Et comme elle est polymorphe, elle doit aussi, nos regards doivent s'adapter et de prendre en compte les différentes sensibilités. Voilà, j'avais une question sur la précédente fois où j'ai donné cette question. Est-ce que finalement le Kanban n'amène pas vers du Scrum? Oui, si on tire le modèle au bout d'un moment. Est-ce que les choses vont ensemble? Oui. Donc, voilà, ce qu'on veut, c'est des gens qui se sentent bien. Moi, mon principal indicateur, c'est est-ce qu'à la fin de la mission, les gens sont plus sereins qu'avant. Et je rejoins ce qui a été dit, l'agilité n'est pas fait pour améliorer la performance, il n'y a aujourd'hui rien qui permet de démontrer que l'agilité permet d'être plus performant. Par contre, il y a beaucoup plus de témoignages de gens qui disent que quand ils ont bien vécu l'agilité, ils sont mieux au travail. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Et ils font pas forcément beaucoup plus. Comment vendre l'agilité aux clients? Que c'est la meilleure approche aujourd'hui pour son produit. Ah mais alors ça, je pense que s'il y a bien une erreur à faire, c'est celle-là. Et je t'invite à faire cette erreur. Moi, je l'ai fait pendant longtemps, d'essayer de vendre l'agilité, et ça n'a jamais marché, en fait. Ça a jamais... Ou alors plutôt, ça marche à des gens qui sont déjà acquis au sujet, mais on a plutôt un principe de polarité souvent qui s'exprime, et de plus en plus maintenant, parce qu'on a beaucoup de témoignages de gens qui attestent de mauvaises expériences de l'agilité, ou qui commencent à avoir des idées reçues sur l'agilité. Et donc, plus on va essayer de leur vendre l'agilité, plus on va les convaincre que c'est pas bon pour eux. Donc, l'idée, c'est quand même de revenir à pourquoi on fait l'agilité. Alors que l'agilité, maintenant, on est passé du comment au pourquoi, mais l'agilité n'a jamais été un pourquoi. C'est-à-dire, faire de l'agilité pour de l'agilité, ça ne sert à rien. Ah, c'est bien quand on est geek méthodologique, voilà. Moi, j'adore faire ça parce que j'adore, le sujet me passionne. Mais pourquoi le faire? Fondamentalement, si les gens sont contents. D'ailleurs, j'observe de plus en plus d'équipes qui ont un certain niveau de maturité agile, qui sont très contentes de leur transformation ou de leur transition, peu importe le terme. Et en fait, quand on voit l'écart avec la théorie, on se dit « Oh là là, mais c'est monstrueux !» Et en fait, quand on regarde comment ils en parlent, ils sont tout à fait contents. Et ils n'ont pas spécialement envie d'aller plus loin. Parce que faire un daily meeting tous les jours, c'est largement suffisant, parce qu'ils font des US coupés à l'arrache, avec une définition de terminée qui est approximative, mais ils en sont contents. Donc pourquoi aller les ennuyer? Pourquoi faire plus? Voilà, la règle des 80-20, qu'est-ce qu'ils vont aller chercher? Eh ben, ils vont pas avoir ce même élan que les experts que nous sommes. Enfin, en tout cas, moi, je me mets dans la catégorie des experts. Du coup, bah, je prends mon mal en patience et je me dis que c'est pas du tout ce qu'il leur faut. Voilà, et qu'ils ont trouvé leur nouveau plateau de performance. C'est très délicat parce que comme vous n'allumez pas vos micros, j'essaye de répondre en espérant que je réponde. Donc, n'hésitez pas à me dire si je suis à côté de la plaque ou pas. En attendant, justement, on peut demander de remontrer le dessin sur la partie Scrum, si c'était celle-là avec projet oui, non, envie oui, non. Oui. Celui-là, ouais. Que je trouvais vraiment top. Voilà. Oui, alors ça, c'est plutôt un diagramme de... on pourrait le tourner dans plein d'autres sens, hein, les cases, vous pouvez les changer, c'est pas très grave, mais... j'aime bien jouer à qui est-ce, moi, parce que ça me permet très vite de faire un diagnostic. Voilà. Je sais que par exemple des équipes qui sont fortement interrompues, c'est pas la peine de leur parler de Scrum, ça va être l'enfer. Elles vont... des gens qui sont à l'exploitation, on fait pas du Scrum quand on est en exploitation, ça marche pas. Les gens ils sont en run, ils traitent 50 tickets par jour. Déjà faire du Kanban c'est déjà très exigeant pour eux, alors du Scrum n'en parlons pas. Il y a beaucoup d'organisations qui n'ont pas le temps de développer les rôles aussi, c'est-à-dire de créer le rôle, puisqu'ils n'existent pas, ou ils sont trop différents. Donc, est-ce qu'il y a une appétence? Voilà. Attention, il y a des boîtes qui ont très envie de changer et qui ont envie de muter, et celles-là, il faut les accompagner pour le faire. Elles ont choisi le modèle, elles savent que c'est leur cible. Mais pour beaucoup, c'est pas leur cible, elles veulent juste faire mieux. Donc, bah, quand on veut juste faire mieux, il faut juste les aider à faire un peu mieux. J'avais un confrère agile, un jour, il m'a dit je fais une formation de coaching, et du coup, je leur fais du coaching agile, mais mon client, il aime pas quand je suis en posture de coach. Je dis bah oui, mais parce qu'en fait ton client il demande pas un coach. Ce qu'il veut c'est un expert agile, quelqu'un qui lui dit où est-ce qu'il faut mettre le bon coup de tournevis. Et donc si on commence à répondre à côté de la demande, on a des clients qui sont pas contents. Donc par contre, ils sont peut-être plus heureux avec leur truc, mais on n'est pas satisfait nous les experts agilistes. Est-ce que c'est grave? Je pense pas. Pour les équipes qui doivent se synchroniser, avancer ensemble. Alors, je comprends pas trop la question, il faudrait que tu la précises, Mathieu. La philosophie agile ne permet pas de se reposer sur des feuilles de route à long terme. Les équipes ne sauront pas à quoi ressemblera leur résultat final. Comment prévoir le coût, le temps et les ressources nécessaires dans le cadre d'un projet complexe et grand?
Et comment rassurer le client à cause de cette manque de visibilité? Alors, j'ai une réponse. Évidemment, j'ai la réponse. Comme tout consultant et comme tout expert, j'ai la réponse. Il faut me contacter sur romain@supertilt.fr. Je te ferai un devis très très cher pour t'expliquer la réponse magique à cette question. Voilà. Mais évidemment, je ne divulguerai pas mes secrets sur cette question-là. Je les réserve à mes clients. Voilà. Et donc, si vous êtes client potentiel et que vous voulez la réponse à cette question, contactez-moi. Je serai ravi de vous expliquer comment il n'existe pas de réponse à ça. Mais je ne vous le dirai pas comme ça. Je ne vous ferai pas croire d'ailleurs qu'il y a une réponse à cette question. Non, plus sérieusement... la philosophie agile ne permet pas de se reposer sur des feuilles de route à long terme. Je sais pas, je suis pas sûr. Faudrait déjà qu'on arrive à définir ce qu'est une feuille de route, et je pense que c'est loin d'être évident, déjà. Parce que des gens qui ont des visions, il y en a plein, voilà. À 6 ou 12 mois, moi voilà, je suis chef d'entreprise, j'ai ma boîte, j'ai une vision à 6-12 mois. Par contre, j'ai pas un niveau fin. Et donc il y a du deuil aussi, il y a tout l'accompagnement au deuil, voilà, on est en train de... On fait changer les gens, enfin voilà, on les sort de leur zone de croyance et de confort, c'est pas évident quand même. Donc est-ce qu'on peut prévoir le coût? Bien sûr. Est-ce qu'on peut prévoir le coût juste et précis? J'en ai aucune idée. Et puis en plus, en fonction des interlocuteurs, il y a des gens qui vont accepter des marges d'erreur et d'autres non. Moi, ce que je sais, c'est que j'essaye de poser à chaque fois ces hypothèses-là en disant, moi, voilà comment je peux travailler avec vous. Et si ça leur correspond pas, ben, généralement, on travaille pas ensemble. Et donc, je fais pas la mission et ça me va très bien. Donc, un client qui accepte pas la réponse que je viens de donner, par exemple, qui attend une réponse. Voilà, Damien, si tu attends une réponse, tu peux tout à fait considérer que ma réponse, elle est mauvaise, en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette réponse de Normand? C'est parce que je ne l'ai pas et je ne te ferai pas croire que je l'ai. Par contre, je peux te proposer des mécanismes qui sont pas tout à fait identiques, qui pourront certainement se rapprocher, qui seront fiables. Je pense notamment à Kanban. Je pense la mesure et toutes les métriques qu'on peut mettre sur du Kanban. Et je parle pas de vélocité, hein, je parle de mesurer le délai, je parle de mesurer du débit, des choses vraiment de la data. Ça permet d'avoir ces informations-là. Et on sait, aujourd'hui, moi je sais faire des projections. Je sais dire à un client, voilà, l'année dernière je l'ai fait, je suis lui dire, voilà, ta feuille de route, elle t'amène sur 20 ans. Voilà, sauf que toi tu veux sortir tout ça sur 6 mois. Bon, bah, faut pas avoir fait Sciences Po pour se dire que ça passe pas. Hein. Par contre, c'est chiffré, c'est attesté, c'est objectivé. C'est pas une analyse comme ça qui sort du chapeau. Et après, je renvoie à chaque fois la responsabilité de la prise de décision. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu peux prendre comme décision à partir de ça? Pourquoi les coachs agiles de grosses sociétés nous poussent vers du Scrum? Quel levier pourrais-tu donner à des membres d'équipe qui ne voient pas l'intérêt d'agir? Alors, si c'est le moment où tu attends que je tire à boulet rouge sur tous mes confrères, je ne le ferai pas. J'ai du respect pour chacun et chacune. Je pense que chacun et chacune fait du mieux qu'il peut. Par contre, on peut questionner aujourd'hui la formation des coachs agiles, qui n'en ont pas. Voilà, je suis autoproclamé coach agile. Depuis 2011, je crois, hein, je l'ai mis officiellement dans ma signature, je n'ai aucune formation là-dessus. D'ailleurs, il n'en existe pas spécialement, enfin, il y en a quelques-unes. Mais de la même manière, il n'y a pas de cursus pour Scrum Master, il n'y a pas de cursus pour Product Owner, donc ça va questionner le travail individuel. Sur quoi on s'appuie? Moi, je suis très étonné aujourd'hui de voir la massification de l'agilité, de voir le nombre d'organisations agiles, et de voir aussi peu de personnes dans des conférences comme Agile Lille. Vu le nombre de praticiens, on pourrait s'attendre à ce que l'esprit communautaire, qu'on ait développé des communautés de dingue. On s'aperçoit que non, ce qui fait qu'on a... Il y a une évolution business qui est arrivée. Reste les curieux, et vous êtes là, et je vous en remercie à nouveau. Je pense qu'on devrait cultiver notre sens de la critique. Il nous manque des espaces de dialogue et de confrontation de nos pratiques, de débats d'experts. Ces espaces-là n'existent pas ou peu. Il n'y a pas de table ronde, il n'y a pas de... Voilà. Et on se nourrit de quelques articles et de quelques conférences comme là, et heureusement qu'il y a encore des associations comme Agile Lille pour le faire. Mais c'est encore trop peu. Voilà. On a très peu de retours d'expérience, on ne sait pas ce qui se passe dans les boîtes, par les vrais gens du terrain. Donc je ne sais pas quel levier on peut donner à des membres d'équipe qui ne voient pas l'intérêt d'agir, mais surtout on ne leur donne pas. Enfin, moi j'ai pas envie de faire bouger des gens qui n'ont pas envie en fait. Ça, je vous renvoie vers les théories du type Crossing the Chasm, voilà, de travailler sur les populations. Des gens qui n'ont pas envie d'agir, on les fait pas changer. Alors ça pose d'autres problèmes à d'autres personnes, mais si vous voulez, c'est pas le problème enfin pour moi c'est pas ma mission en fait. Si les gens ont envie de bouger et qu'ils savent pas comment le faire, je peux les aider, mais si les gens n'ont pas envie, je vais pas me chercher à les faire bouger.
Et je pense que c'est là où on fait, ça rejoint la question de, pour une partie de la souffrance au travail. Je pense que ça, je rejoins en partie, pas surtout, mais en partie le propos de Denis Migaud là-dessus. En voulant bien faire, on a mal fait, mais ça c'est des paradoxes. C'est des paradoxes qu'on va retrouver un petit peu partout. Hein. C'est pas spécifique à l'agilité. Voilà, vous avez des médecins qui font la même chose. Enfin, on pourrait remplacer agilité par plein d'autres domaines, et on aurait les mêmes résultats. Tu parles de croyances. Est-ce que tu cartographies également les croyances d'une organisation avant de leur proposer ton approche? Oula, je serais bien en peine de réaliser ça. Je ne saurais pas comment faire d'ailleurs. Parce que souvent, quand on pose la question « En quoi croyez-vous ?», les gens sont incapables de répondre. Donc il faudrait être attentif à ce qu'ils disent. Donc il faudrait leur laisser le temps de la parole. Après, moi, je peux me forger une opinion par rapport à ce que j'entends, mais non, je leur explique ça en fait. Je leur explique la théorie du changement, je leur explique les différentes alternatives qui s'offrent à elles. Je vais vraiment questionner la question de l'envie. Voilà. Est-ce que vous avez envie? Donc si je travaille d'abord avec la direction, je vais poser la question, est-ce que vous avez vraiment envie de ça? C'est-à-dire, je leur expose ce qui va se passer dans le modèle RH qui va changer, le modèle de gouvernance. Est-ce qu'il y a un vrai sponsoring de ça? Est-ce que vous allez me payer vraiment pour vous accompagner à faire ça? Parce que derrière, faudra bosser. Et puis après, travailler sur l'envie avec les équipiers en disant, bah voilà, est-ce que vous avez envie de ce modèle collaboratif? Est-ce que vous avez envie de vous voir tous les jours? Est-ce que vous avez envie d'être régulièrement voilà, en rétro? Bah non. Voilà. Il y a plein d'équipes aujourd'hui qui témoignent d'une agilité qui est de la réunionnite. On a raté notre boulot quand on entend ça. C'est pas normal. Donc moi j'ai pas une approche. Mon approche elle est surtout de se dire voilà, est-ce que tu as envie de changer? Est-ce que tu es informé pour le changement? Voilà. Et si tu veux pas changer tout de suite, voilà les infos et maintenant laisse mûrir et quand c'est bon bah on y va et il y a tous les outils sont là aujourd'hui. Ça c'est pas un problème. Ce qui nous manque, je rejoins peut-être le conseil pour mes collègues. Ce qui nous manque, c'est de questionner l'envie et la motivation du changement, pas les outils. Voilà, les méthodes, elles sont puissantes, elles sont efficaces, elles fonctionnent très bien, il n'y a aucun souci. Par contre, voilà, un mauvais outil au mauvais endroit, ça fait du mal. Donc, je pense qu'on a plus de travail sur est-ce qu'on a envie de changer. Et c'est pas simple, hein. Ça questionne trop de choses. En fin de compte, tu as dit Scrum se met en place facilement dans les startups, or dans les grosses structures, on trouve les limites et les tensions quand elles doivent tenir compte des autres équipes. Du coup, comment lancer l'agilité dans ce cas? Avec des dépenses. Alors, il y a beaucoup de questions dans la question. On trouve Moi, dans les grosses structures, j'ai jamais compris comment Scrum ça fonctionnait. Mais c'est peut-être parce que j'ai pas assez d'expérience des grosses structures. Pour moi, j'ai jamais réussi à faire mieux que du Kanban dans les grosses structures. Parce que entre les silos, les interruptions, les gens multitâches, les règles qu'on connaît pas, moi déjà, quand j'arrive à visualiser une chaîne de valeur et à dire vous avez un goulet d'étranglement ici, je trouve ça beau. Et mettre du Scrum tout de suite dans les grosses boîtes, il faut un gros sponsor derrière. Mais je sais qu'il y a des boîtes qui l'ont fait. Hein. Je sais pas si j'ai traité toutes les questions. Ah si, pour toi, quel indicateur suivre? La sérénité des gens. Je pense que moi, c'est mon meilleur indicateur. Voilà. Est-ce qu'on a des équipes sereines? Est-ce que les gens, ils sont sereins? C'est tout, en fait. Et d'ailleurs, il y a des gens qui étaient sereins avant l'agilité. Du coup, quand on leur amène l'agilité, ça change pas grand-chose. Par contre, l'agilité, c'est pas la promesse de la sérénité. C'est pas la promesse du bonheur. Mais on peut travailler sur comment moins être sous l'eau, comment apprendre à dialoguer, comment apprendre à se dire les choses. C'est des choses qu'on peut apprendre, et donc de vivre mieux, voilà, tout simplement. Je pense que c'est déjà bien quand on arrive à faire ça. T'arrive-t-il de prendre une mission demandée par la direction, de valider l'envie réel de cette direction, et de devoir revenir les voir en leur expliquant que les équipes, elles, n'en veulent pas, au point que tu ne vois pas poursuivre la mission? Alors oui, c'est peut-être pour ça que je suis pas un coach agile tout le temps sur le terrain, c'est parce que c'est très compliqué de trouver des missions, parce que moi j'applique ce genre de règles, c'est-à-dire que quand je n'ai plus rien à apporter, je m'en vais, et j'explique, et quand il n'y a plus l'énergie pour travailler, je ne reste pas, parce que ce n'est pas de ma responsabilité. Et j'ai le cas notamment là avec une équipe en ce moment, et donc la mission va vraisemblablement se terminer, parce que l'équipe, c'est pas qu'elle n'en veut pas, c'est que il lui faut du repos. Voilà, donc elle n'a pas besoin d'être accompagnée. On retravaillera sans doute après. Et on a... Voilà, moi je suis un gros partisan du temps long. On n'intègre pas la dimension du temps dans le changement. On veut des transformations qui vont vite.
Des fois, on nous appelle en fin d'année en disant voilà, faut que ce soit transformé 150 personnes en 6 mois. C'est faux, on transforme pas 150 personnes en 6 mois. Enfin, faut être honnête. Qui peut témoigner de ça? Qui peut honnêtement et de dire que les 150 ils sont contents de la transformation? Que tout le monde n'a pas le même rapport à la temporalité. Il y a forcément des gens qui sont hyper moteurs, eux ils ont envie d'y aller tout de suite. Il y a des gens qui sont à la traîne, il y a des gens qui sont au milieu. Donc non, je pense que mon rapport à la déontologie du coach agile, ça devrait être de dire que si il n'y a pas de demande de la part de l'équipe et de la direction à un moment donné, il est de notre responsabilité de remettre en jeu notre mandat et de dire bah non, les conditions ne sont pas réunies pour que nous agissions correctement. Parce qu'on va pas faire du bon boulot. Et donc oui, je m'en vais. Voilà. Mais je le vois pas toujours. Je le vois pas partout. Je trouve ça dommage. Je pense qu'on perd du temps et de l'argent. Il y a tellement de budget qui pourrait être économisé à être investi au bon moment. On peut investir des missions de coaching agile sur 6, 12, 18 mois, mais pas à raison d'un plein temps. Voilà. On est sur Zoom. N'oubliez pas qu'il y a le reste d'Agile Lille quand même. Et moi, j'ai aucune idée de la conférence qui suit après. Donc moi, si vous me posez des questions, je réponds. Là, nous sommes donc dans un moment de pause jusqu'à 16h. D'accord. Ah bah très bien. Enfin 16h15 pardon. Et on reprendra justement avec les dernières sessions de la journée qui sont bien sûr accessibles sur le programme. Alors vous pouvez bien sûr rester sur Zoom et poser vos questions à Romain qui a l'air parti pour y répondre. Ou bien sûr vous pouvez retourner sur Work Adventure, aller dire un coup au sponsor ou même échanger entre vous. Mais dans tous les cas, on se retrouve sur Work Adventure à 16h15. Coucou à ceux qui s'en vont. Si vous avez... Où peut-on trouver le papier peint en magasin? Alors ceci est... Ça c'est vrai qu'il plaît beaucoup. Il plaît beaucoup ce fond. Ah ceci n'est pas un... Voilà, c'est un vrai panneau. Hein. Hop là, voilà. Mais non, il n'y a pas de contre Agile. On est tous Agile aujourd'hui. Une petite contre-soirée, mais c'est pas grave. Ça. Non. On va pas hacker les organisations, même si c'est drôle. Mais non. Il y a trop de... Quid du Scrum Ban? Ah, voilà une bonne question. Quid du Scrum Ban? Eh ben, j'ai la même question que toi. J'ai jamais compris ce que c'était Scrum Ban. J'ai jamais compris l'hybridation de ce truc-là. Alors, si on met des limites sur un tableau Scrum, c'est très bien. Je pense que c'est très bien. Donc, on a la visualisation. Voilà, on met les limites. On entretient, ça on le fait en Scrum, on le fait en Kanban. On a des règles explicites, ok, très bien. Mais non, je sais pas trop en fait. Je sais pas trop ce que c'est. Mais si tu as la réponse à cette question, je suis preneur. Je pense que ça nous a aidé à basculer vers Kanban à un moment donné. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de creuser la question de la compréhension de ce qu'est Kanban, de comprendre pourquoi ralentir aujourd'hui est un enjeu majeur. Pourquoi il faut commencer par arrêter, il faut commencer par terminer et arrêter de commencer. Comment faire comprendre à un copil, à des commerciaux que l'équipe de dev, elle en a ras la tête et elle peut pas tout prendre, et de lui montrer ça, de montrer que le flux poussé, c'est ce qu'on peut faire de pire dans les organisations. Enfin bref, de réinstaller ce que Lean a fait dans le secondaire il y a des années déjà, mais qu'on a encore à peine entamé au niveau du tertiaire. C'est-à-dire de visualiser une chaîne de valeur. Et quand on est dans une industrie, la chaîne de valeur, c'est de base. C'est-à-dire que vous arrivez sur une chaîne de fabrication, d'ailleurs on parle d'une chaîne. Et après, on produit à partir de ça. Dans le tertiaire, c'est beaucoup plus opaque, c'est beaucoup plus mouvant, c'est beaucoup plus dynamique, c'est beaucoup plus... c'est variable, c'est peut-être aussi une grosse différence. Mais il n'y a personne qui se saisit de la visualisation de cette chaîne de fabrication. On n'imagine pas Amazon, par exemple, ou des AliExpress, ou des gros acteurs, ou des gros acteurs de la logistique, qui cartographient pas, qui visualisent pas leur chaîne de production pour être efficace, performant. Et ben nous, on le fait. Et je trouve ça génial, en fait, parce qu'on s'autorise dans le tertiaire à pas faire ce que les autres, quand même, ont mis des années à maturer, à industrialiser, alors que c'est pas si coûteux que ça à faire.
Par contre, ça nécessite une certaine rigueur, une certaine discipline. C'est-à-dire que tenir son tableau visuel à jour quotidiennement, avoir des gens motivés autour de ça, le lire, le comprendre, l'interpréter, saisir un petit peu entre les post-it ce qui se passe, de comprendre pourquoi il y en a un qui est en souffrance et qui a besoin d'aide, s'en servir vraiment comme un outil de pilotage, au sens noble du terme, c'est-à-dire un outil décisionnel qui soit pas un outil vu comme un outil de flicage et de reporting, mais un outil de prise de décision. Il est là l'enjeu, mais qu'on soit en Scrum ou en Kanban d'ailleurs, c'est là où on a peut-être un peu trop appuyé en disant voilà prenez cet outil et mangez-en tous, ce sera bon pour vous. Non, il faut apprendre aux gens à lire un tableau. Voilà, je pense que c'est fou les séances de coaching qu'on peut faire autour de juste un tableau. On peut y passer des heures. Et on a toute la lecture de la dynamique d'une équipe juste sur un tableau. Mais faut-il se laisser le temps et considérer que c'est pas une réunion, c'est que ça fait partie du travail. Et donc d'élargir la notion de travail également à quelque chose qui n'est pas que de l'ordre de la production, et donc d'intégrer que dans le chiffrage, ce n'est pas que la production. Le chiffrage, c'est la production, la réflexion, la conception, la synchronisation, la pause aussi. Et donc ça, si on arrivait à le refléter, on le voit beaucoup mieux en Kanban, cet aspect-là, qu'en Scrum, je trouve. Whip, flux tiré, goulet d'étranglement, c'est beaucoup plus visible dans l'industrie, peut-être des exemples concrets qu'on veut se transformer. Je sais pas, Nabil, peut-être allumer ton micro pour préciser ta question, vu que maintenant on est que entre nous. Parce que je suis pas sûr de la saisir complètement. En fait, ce dont tu viens de parler en Kanban, en fait, travailler plutôt en flux tiré qu'en flux poussé, les goulots d'étranglement et tout. Quand on est en industrie, quand on a un goulot d'étranglement, on voit les pièces s'entasser. Ouais. S'il y a une équipe qui est surchargée par rapport aux autres, on va le voir parce qu'ils ne vont pas finir un truc, ce qu'on voit peut-être moins en informatique. Et moi, je faisais référence parce qu'il y a un livre, un ancien qui s'appelle De Gaulle et qui est plutôt un roman qui décrit, écrit comme un roman. En tout cas, il décrit l'amélioration sur une usine et où, en fait, pour arriver à cette transformation, il a dû montrer à toute l'équipe où avaient les problèmes. Et en fait, c'est ce que tu disais, c'est qu'il a identifié à chaque fois les problèmes et proposé des solutions. Et je trouve qu'en informatique, on a plus de mal à voir, en tout cas, ces points-là. On y vient. On y vient progressivement, ça s'installe. On arrive à la fin, enfin, je trouve qu'on arrive à la fin d'un cycle. Voilà, on a vu beaucoup d'articles autour de l'agilité est morte, tous ces trucs-là, la hype curve, qu'on est dans le creux, donc je pense qu'on a fait la même erreur que les autres. On a fait un tour de 15 ans. On a bien exploité Scrum. On a vu les limites des résultats. Et donc on va commencer à se reposer la question de qu'est-ce qu'on doit faire pour obtenir mieux. Voilà, il y a les questions du bien-être au travail, c'est en train d'arriver, c'est quand même des sujets qui n'étaient pas là avant. Avant on se posait surtout la question de comment on fait bien, là maintenant on se pose la question de comment on fait bien pour les gens. Et on intègre, on se dit tiens, finalement est-ce qu'on est un peu en train de réinventer la poudre, ce qu'ils ont fait dans le Lean, ce que tu décris, comment ça se traduirait chez nous? Est-ce qu'on n'en a pas besoin? On va se rendre compte que si, en fait, les mécanismes sont très très similaires, et tous les outils sont là. Sauf qu'il faut y être attentif, et aujourd'hui, on n'a pas une culture du nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas le travail sur le nous. Alors, est-ce que c'est les managers, est-ce que c'est le Scrum Master? Je sais pas qui doit prendre cette question, mais la conscience collective au sein d'une organisation, c'est pas des choses qui sont extrêmement développées. On n'a pas de... Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe, ils sont 10, et tout le monde dit que voilà, ils adorent cette équipe. C'est la première fois en 10 ans que je croise un aussi grand panel qui témoigne de ça. Sinon, il y en a toujours un ou deux qui vont pas bien à l'intérieur. Donc ça se fera lentement, ça se fera doucement, mais on y arrive progressivement. Il y a des expérimentations qui se font. Je trouve ça assez génial. Quand on voit déjà en 15 ans tout ce qu'on a réussi à faire, l'agilité, quand même, il y a 15 ans, personne n'utilisait, personne connaissait. Aujourd'hui, c'est inscrit dans tous les parcours pédagogiques, dans toutes les bonnes universités, et quasiment tous les professionnels sont au courant de ce que c'est. Il n'y a pas beaucoup de disciplines qui ont réussi à pénétrer comme ça, et qui traînent dans leur sillon toutes les thématiques sociales, efficacité, valeur, en même temps. C'est-à-dire que ça permet de repositionner tous ces sujets-là. Et il y a encore énormément de travail, on est bien d'accord, on est loin du compte, c'est loin d'être parfait, mais on peut quand même se féliciter
de poser la question de la collaboration, on a le droit d'en parler ouvertement, de se dire qu'on a besoin des métiers, qu'on a besoin des utilisateurs finaux, parce que le prétexte, c'est l'agilité. Voilà. On a enfin un bon prétexte pour dire que ces sujets-là, on peut les aborder. On aimerait que ça vienne naturellement, voilà, que ce soit une belle idée, mais ça se fera jamais. Donc, prenons notre mal en patience, continuons de travailler, tout doucement, progressivement. Laissons-nous le temps de l'implémentation, de l'acquisition. Il y a aussi plein de concepts qui sont hyper compliqués à appréhender. Je pense qu'on a fait fausse route sur les story points pendant des années. Voilà, on a mis beaucoup de temps à les apprendre et on est en train de passer beaucoup de temps à s'en dépatouiller parce que ça nous pollue l'esprit. Je pense que voilà, le planning poker, c'est à peu près ce qu'on a fait de pire en agile sur les 15 dernières années. On n'a jamais réussi à embarquer toute une population de management derrière, à de rares exceptions. Maintenant, on passe toute la planif en planning poker. Jamais on a vu ça. Combien, par contre, on a vu d'organisations qui ont fait maintenant des échelles de conversion de points vers des jours, parce que finalement, ils ont toujours fonctionné comme ça. Donc l'unité, elle a jamais changé, ça a toujours été le jour homme. Alors, on va pas se jeter la pierre, c'est facile de dire ça maintenant, mais on pourrait pas le dire si on n'avait pas fait ces expérimentations. Par contre, aujourd'hui, on peut parler de nos estimates, voilà, quand même dingue qu'on soit capable d'aborder ces questions-là dans les organisations, et de les justifier. On est capable de les justifier notamment avec des approches Kanban. On peut affirmer qu'il est possible de ne pas estimer et d'avoir un pilotage extrêmement fin. Et donc on est en train de moderniser les outils. Je pense qu'on est au tout début de l'adoption des outils modernes dans le tertiaire, et on est tous des contributeurs à notre échelle, et ça c'est chouette. Ça, je trouve ça très bien. Merci pour la réponse. Allumez le micro, hein, si vous voulez qu'on échange. Maintenant, on est entre nous, donc on fait comme on veut. Hein. Vous posez la question dans le chat. Hein. Merci Aurore, merci beaucoup. Bonjour Romain. Moi, ce que tu viens de dire sur le no estimate et le pilotage, je suis plein dedans. J'ai un manager qui me demande des métriques pour pouvoir suivre la vélocité de l'équipe et l'équipe qui préférait être no estimate. Donc, comment on gère ce genre de situation? Ouais, là, je pense que c'est sans doute une des situations dans l'échelle des top 3 des pires dans lesquelles j'aimerais pas être, la tienne en fait partie. Pareil, le no estimate, il répond à un besoin... déjà, c'est pas rationnel comme approche, parce que ça répond à un besoin de j'ai pas envie d'estimer en fait. Ça me saoule, c'est pas précis, j'en ai marre, je perds du temps, j'ai envie de faire mon job. Et donc là, on te dit, hey, il y a un truc qui s'appelle no estimate. Donc là, maintenant, tu peux sortir l'excuse no estimate. Bah non. Et du coup, quand tu présentes no estimate à quelqu'un qui a besoin du full estimate, bah, faut pas s'attendre à autre chose que... bah, que ces gens ne s'entendent pas, tout simplement. Hein. Et puis, bah, c'est celui qui... C'est l'hypo qui va... Voilà, c'est le highest person, je sais plus comment on dit, là. En gros, la personne qui est la mieux payée, qui va avoir la décision au final. Et donc non, par contre, no estimate, il faut l'amener, il faut l'outiller, il faut le rendre tangible. Voilà, quand tu as une carte de contrôle avec ton flux Kanban, quand tu as un diagramme de flux cumulé, quand tu es capable de dire que statistiquement, une demande, quand elle rentre, elle met 20 jours, quelle que soit sa taille, ou qu'elle met moi j'ai une équipe, au début, une demande, quand elle rentrait, elle mettait entre 4 et 40 jours. Après 3 mois de coaching Kanban, on est arrivé entre 8 et 12 jours. Bah, du coup, tu fiabilises. Et en fait, si la personne, ce qu'on observe souvent, c'est que tu as ceux qui savent pas estimer, et ben ils veulent plus estimer, ils perdent du temps, ils l'ont bien compris. Ceux qui sont en insécurité complète, ils veulent de la maîtrise. On connaît tous ces schémas-là, ces modèles. Ils sont d'ailleurs soutenus par sans doute des théories que des gens expliquent beaucoup mieux que moi. Et tout simplement, on a un problème de confiance. Donc on a des gens qui veulent pas faire, des gens qui ont besoin d'être assurés. On peut répondre aux deux, mais peut-être pas avec les outils classiques. Et aujourd'hui, on essaye de trouver des rustines avec ce qu'on a. C'est pas les story points qui vont nous y aider. On noie le poisson avec ça. Par contre, on peut mesurer le débit d'une équipe. Combien elle sort d'US par semaine, par itération. Voilà. Est-ce qu'on est capable de le dire? Moi, j'ai un client, on est capable de dire, ils sortent 2 fonctionnalités par mois. Alors peu importe si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Et ça, on l'a mesuré sur les 6 derniers mois. Donc ça veut dire que, sachant qu'une fonctionnalité met en moyenne 2 mois, quelle que soit sa taille,
eh ben, ça te donne déjà une capacité de planification et de projection qui est géniale. Enfin, qui est géniale. Elle n'est pas géniale dans le résultat, hein, parce que le résultat, il correspond pas du tout aux attendus. Les gens, ce qu'ils attendent, c'est au moins 10 fonctionnalités par mois. Mais au moins, ça permet d'amener des données tangibles en disant, l'équipe, elle est performante. Elle fait 2 par mois. Par contre, la performance que vous attendez, c'est pas celle-là, donc c'est autre chose. Donc on n'a plus besoin de demander à des équipes qu'elles estiment. C'est ça le no estimate. Enfin, en tout cas, à mon sens. C'est d'arrêter de demander à des gens des estimations projectives sur des trucs hypothétiques dont on ne maîtrise absolument pas une inconnue, c'est-à-dire les facteurs d'interruption. Là, je vous ramène sur ce qu'on a vu tout à l'heure sur est-ce qu'on est dédié ou pas. Une équipe qui est interrompue régulièrement va de fait foirer toutes ces estimations. Parce qu'on n'intègre pas le changement de contexte. Mais personne ne le fait, ça. Donc, on discrédite complètement l'exercice d'estimation, on connaît les spirales infernales. Par contre, on sait mesurer la réalité de production d'une équipe. Ça, on sait très bien le faire. Et on sait faire des analyses projectives à partir de ça, qui sont évidemment fausses, parce que ce sont des analyses projectives, mais elles sont un peu plus fiables que des trucs faits au doigt mouillé. Et ce qui est étonnamment dingue, c'est que encore aujourd'hui, eh bien, le doigt mouillé et l'estimation est la méthode dans laquelle on a le plus confiance. C'est-à-dire demander à des gens qui ne savent pas de quoi demain sera fait, de fournir un chiffrage sous couvert de leur expérience, est une approche beaucoup plus fiable que la mesure d'une expérience réelle menée par plusieurs personnes sur plusieurs semaines. Donc on fait de l'estimatif versus de la mesure. Et aujourd'hui, on donne plus de crédit, dans beaucoup d'organisations, à une approche estimative plus qu'à une approche mesurée. C'est étonnant, alors qu'on n'arrête pas de nous parler que de data. C'est fou. Ben en fait, ça s'explique totalement, parce que vous avez plein de gens qui savent absolument pas mesurer une approche statistique. C'est-à-dire qu'on perturbe tout le modèle de pensée, on perturbe tout. Et quand vous allez voir des gens du lean, c'est déjà ce qu'ils font. Quand vous allez voir des gens de la production, c'est déjà ce qu'ils font. Moi, j'ai un client qui s'appelle Limagrin, ils font de la fabrication de farine. Si vous connaissez des gens qui sont sur des chaînes de production, quel que soit le matériel, ils sont câblés pour ça. Nous, on est câblés autrement. Donc il faut qu'on apprenne aussi tout doucement à ces gens-là à travailler avec des nouveaux outils. Et le no estimate, il a son sens. Donc si tu as ton équipe qui est capable d'aborder la question sous l'angle de je ne veux pas faire du no estimate, mais je t'apporte une réponse qui s'appelle du full data, et ben là le manager il devrait trouver son compte. Mais sinon, j'ai peur que ce soit un peu voué au débat stérile. D'autres questions peut-être ? N'hésitez pas à les poser sur le chat. Hein. Bon, bah écoutez, il n'y a plus de questions. Je tenais énormément à vous remercier pour votre écoute, pour les interactions. Alors même si évidemment c'est que du chat parce qu'on est en distanciel. Je vous souhaite une très belle fin d'Agile Lille. Je sais pas quel est le programme après, mais je pense qu'il doit y avoir des trucs très très sympas. Si vous souhaitez continuer à poursuivre les échanges, ce sera avec grand plaisir. Vous allez vous pouvez me contacter soit sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter, où vous voulez. Vous pouvez me rejoindre sur les meet-ups si vous avez envie. Ce sera avec grand plaisir. Merci d'avoir fait le choix de cette conférence. J'espère qu'elle vous aura apporté. Si vous pouvez laisser un petit message sur le rôti, ce sera avec grand plaisir. Et puis je vous souhaite une belle poursuite agile et un très beau week-end quand même. Ciao. Merci. Ciao. Merci beaucoup depuis Madagascar. On est 4-5 à avoir fait le déplacement là de loin et c'était très cool d'avoir un feedback et une autre vision de ta part. Trop bien. Bonne continuation. Salut Madagascar.